Donc, bienvenue à un nouveau chapitre sur Spring Boot. On va un peu parler de cette nouvelle release majeure. Moi, c'est Stéphane, je bosse dans l'équipe Spring Boot et Spring Framework depuis presque 12 ans maintenant. Ça commence à faire un petit voyage quand même. Et donc, c'est le soir, on va pas essayer de trop vous barber avec des slides. Enfin, je sais pas. Toi, t'as des slides, toi? Il a dit un peu. Donc, ça va. Moi aussi, j'ai un peu des slides. Donc, on va plus faire du coding. La salle est pas trop grande, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Bon, Daniel, il veut pas être interrompu, mais moi, vous pouvez. Et voilà. Donc, on va un peu parler de différentes choses. Alors, d'abord, le premier truc que je voulais vous dire, c'est si vous avez une application ou bien vous avez un délivrable ou quelque chose et vous voulez vérifier si ça fonctionne, il y a un truc qui est très très bien, c'est d'organiser une petite session démo avec votre boss ou de faire simplement une application démo qui utilise votre truc. Vous allez trouver tous les trucs que vous avez oublié de fixer. C'est ce qui nous est arrivé avec Brian. Au fait, j'ai oublié de dire ici, Brian entre parenthèses, parce que c'est lui c'est avec lui généralement que je fais cette session et c'est lui qui fait les slides parce que je suis très très mauvais en keynote, vraiment très mauvais. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu à l'honneur ici pour m'accompagner. Voilà, on a fait une démo, la démo que je vais vous montrer ce soir et on a trouvé plein de problèmes. Euh, bon, c'est plus tellement un jour parce que les problèmes ont été réglés entre temps. Alors, notre app, c'est quoi? C'est juste pour soutenir un petit peu le discours et les démos. Donc, c'est pas très très important, mais juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a quand même certains aspects qui sont utiles. Imaginez une application de matchmaking pour les gamers. Donc, en gros, vous voulez jouer à un jeu, donc vous allez vous mettre dans une queue où le système va en fait récupérer des informations vous concernant, donc votre profil, votre localisation, votre ping, etc. Et des statistiques qui sont liées, est-ce que vous êtes un bon gamer, un débutant, etc. Donc il y a une série de gamers qui vont faire une demande pour jouer. Et puis bah, l'algorithme va vous mettre dans un lobby et donc vous allez entrer en compétition avec ces joueurs. Bon, voilà, ça c'est l'app sur laquelle on va bosser. Et une app bien sûr qui est en Spring Boot 3.5 pour l'instant et qu'on va upgrader à Spring Boot 4. Alors d'abord, petite question. Qui n'utilise pas Spring Boot ici? Parce que c'est vrai qu'on est au Paris Jog, donc il y a peut-être une chance que non. J'en ai trois. Ok, super. Vous qui utilisez Spring Boot, qu'est-ce qui est en production avec moins que Spring Boot 3.3? Donc en dessous. Ok, ça fait 10%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, puisque attention que 3.4 il sort de support ici fin d'année. Donc si vous n'avez pas upgradé à 3.5, c'est le moment. Ici pour 4.0, on est en RC2. RC2 qui est sorti jeudi passé. Donc on s'approche vraiment de la fin. Là, on y est. Enfin, on souffre toujours un petit peu là, mais on va y arriver. Release prévu jeudi 20 novembre. Donc c'est un peu, nous on fait un peu comme le JDK. Donc les releases sont prédictives. Vous pouvez la release 4.1, la release 4.2, vous pouvez déjà déterminer aujourd'hui quand elle sortira. Donc on a un peu le même modèle que Java à ce niveau-là. Euh, et donc on a un train de release Spring Boot qui termine ça avec tout le reste du portfolio. Concernant Spring Boot 4, on garde la même baseline, donc on ne change pas la version de Java nécessaire, ça reste toujours Java 17, même chose que Spring Boot 3. On a un upgrade de la baseline pour Jakarta AI, donc on passe de 9, 10 en Spring Boot 3 à 11 pour Spring Boot 4, ça nous permet d'upgrader vos apps aux dernières versions de Tomcat, Jetty et compagnie. Alors, on va un petit peu parler bien sûr des fonctionnalités, mais un truc que je voudrais mettre en avant, c'est un qui nous a pris quand même beaucoup de temps, c'est la modularisation de notre code base. Donc vous qui utilisez Spring Boot, vous savez qu'il y a un seul jar d'autoconfiguration, et puis l'idée avec Spring Boot, c'est que vous ajoutez des dépendances, et puis ça va activer une condition, et ça va vous fournir un comportement par défaut, sauf si vous avez une opinion, vous allez fournir votre propre config. Mais l'idée, c'est que vous démarrez avec une app vide, vous ajoutez des librairies, et en fait, l'infrastructure va se configurer pour vous. Donc il y avait pas mal de soucis avec ce jar unique d'autoconfiguration. Un,
le problème majeur, c'est qu'on avait un peu du mal à comprendre l'intention quand le ClassPass n'était pas un signal suffisamment fort. Donc par exemple, si vous aviez Webflux dans votre ClassPass, c'est pas très très clair si vous vouliez démarrer un serveur ou utiliser le client, ou les deux. Et donc on pouvait pas vraiment faire, on pouvait pas prendre la bonne décision simplement parce qu'il n'y avait pas de jar différent pour les cas d'utilisation. Donc on voulait adresser ça et donc maintenant Spring Boot 4 il est modularisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le jar d'autoconfiguration unique, vous allez avoir un module par technologie et ce module va contenir l'autoconfiguration, l'API éventuelle que vous pourriez utiliser pour configurer des choses et aussi des dépendances. Donc par exemple, vous prenez Spring Boot Liquibase, ça vous venez l'autoconfig pour Liquibase et Liquibase la dépendance elle-même. Et donc ajouter ce module, vous donnez en gros une opinion que vous voulez utiliser ce module-là. Il y a quelques starters qui ont été renommés, donc on verra ça en pratique dans les démos, pourquoi est-ce qu'ils ont été renommés. Sauf qu'il y en a 5, et je vous dis déjà que le cinquième, comme d'habitude, j'ai oublié ce que c'est, et j'avais oublié déjà la semaine passée, je me suis dit que j'allais regarder quel était le nom pour ne pas faire l'erreur. Évidemment, j'ai oublié de regarder. C'est logique. Alors, pourquoi est-ce que mon laptop ne répond plus? Allô? Voilà. Alors, le truc de contrôle est revenu. Ça va m'énerver. Alors, est-ce que j'ai une app qui tourne? J'ai une app qui tourne. Ok, super. Donc j'ai mon app, pas hyper intéressant, hein, mais encore une fois, c'est pour la démo. On va queuer 50 joueurs. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une requête à le serveur que vous venez de voir, enfin l'application principale. Cette application principale, pour chaque joueur, va faire 2 requêtes sur des autres serveurs. On va les imaginer qu'on n'a pas de contrôle sur ces serveurs, ils sont un peu lents, ils sont un peu pourris, parfois ils plantent. Mais donc ça participe justement au démo qu'on va faire. Et puis alors on va avoir une série de joueurs qui vont être enquillés. Et puis les lobbies qui se créent. Donc ici par exemple on va prendre des joueurs qui sont dans la même zone géographique pour limiter le ping, etc. Alors, notre app, c'est proche de ça. Notre app donc, elle utilise Spring Boot 3.5. Et donc, une première chose qu'on peut faire, c'est la migrer à Java 25. Donc Java 25, pour ceux qui ne savent pas, qui est sorti ici très récemment aussi, et qui est la nouvelle LTS, donc le 17, 21, 25, hein, c'est un rythme assez connu aussi pour le JDK. Vous pouvez faire cette mise à jour avant de passer à Spring Boot 4 ou après. Il n'y a pas vraiment d'impératif de votre côté puisque Spring Boot 3 supporte Java 25, Spring Boot 4 supporte Java 17 et bien sûr aussi Java 25. Donc c'est un peu comme vous voulez, quoi. Vous pouvez le faire avant ou après. Alors pourquoi upgrader? Alors il y a un truc que garder à l'esprit qui s'appelle AOT Cache. Si vous n'êtes pas, qu'est-ce qui connaît AOT Cache ici? Ok, on a 5%, je dirais. Donc AOT Cache, c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver dans Java 25 qui vous permet en fait de faire ce qu'on appelle un training run. Ça vous permet de démarrer votre application et de demander à la JVM de sauver une cache de ce qu'elle a optimisé. Donc optimiser une cache des classes qui ont été chargées. Si vous avez par exemple du code qui nécessite d'être un peu optimisé, ben, elle va se rendre compte de ça et elle va sauver ça dans une cache, un fichier. Et donc par la suite, si vous redémarrez la même application, c'est très important, même application, même JVM, vous pouvez pointer votre JVM vers cette cache et l'application va démarrer beaucoup plus rapidement. Et elle va être, en termes de performance, elle va être chaude beaucoup plus rapidement puisqu'on va garder les optimisations du training run. Donc ça, c'est assez intéressant. Java 25 aussi, ça vous donne toute une série d'optimisation, simplement parce que Java évolue, continue à évoluer. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser les nouvelles API, mais par contre, en termes runtime, la JVM continue vraiment à bien évoluer. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, est-ce que... Non, évidemment que non, il n'a pas fait. Voilà.
Donc je suis sur Java 25. Bon, évidemment, rien de passionnant à ce niveau-là, mais gardez à l'esprit, faites-le, faites ces upgrades parce que vous allez obtenir un gain de performance gratuit, quoi, sans changement dans votre app. Donc la première chose que je veux faire, c'est essayer de migrer mon application à 4.0. Alors 4.0 n'est pas encore sorti. Donc du coup, ah oui, je vais vous montrer un truc avant qui illustre un petit peu la modularisation. Donc, par exemple, si je tape Elasticsearch, vous allez voir que ben, j'ai pas mal de choses là qui arrivent dans mon IDE. Kafka, il y en a aussi. MQP un petit peu. Si je demande ActiveMQ, ben, j'ai aussi un petit peu de choses. Donc vous voyez, j'ai un peu d'infrastructure pour un petit peu toutes les technologies dans mon IDE. Bon, en fait, vous allez pas utiliser toutes ces technologies, donc c'est un peu du bruit. Donc on va un peu voir comment est-ce que dans 4.0, ça permet d'améliorer les choses. Donc je vous avais dit qu'on est en RC2. Gros changement aussi au niveau de cette nouvelle majeure. Pour ceux qui ont essayé de tester le milestone par le passé, nos milestones maintenant sont sur Maven Central. Pour ceux qui l'ont testé par le passé, vous savez peut-être que vous devez ajouter un repository supplémentaire qui est sur repo.spring.io. Donc c'est plus nécessaire maintenant, donc vous pouvez tester aussi bien nos milestones que nos release candidates simplement en changeant la version et vous allez obtenir ça sans config supplémentaire. Bon, forcément, c'est une version majeure, donc faut pas vous attendre non plus à ce qu'on change le numéro de version comme Java et que ça fonctionne. Il y a des choses à faire. Alors, est-ce qu'il fait encore ce bug ou pas? Oui, c'est génial. Il y a un bug dans IntelliJ, c'est super. Parce qu'il le montre alors qu'il devrait pas, mais bon, ok. Donc, si je demande ActiveMQ maintenant, vous voyez que j'ai plus rien. Si je demande Kafka, j'ai un petit peu de choses qui viennent d'un autre projet. Elasticsearch, si je l'écris correctement d'abord. Ouais, donc là, il a disparu. Donc ça, c'est vraiment l'idée. C'est qu'en upgradant, toutes les choses que vous n'avez pas explicitement données en termes de starter, c'est-à-dire je veux utiliser cette technologie, ils vont disparaître de votre classe path. Donc vous allez avoir un environnement qui est plus focalisé sur ce que vous voulez faire. Donc regardons un petit peu nos dépendances, c'est vrai parce que je ne l'ai pas montré. Donc notre app, elle est toute bête. Hein. Il y a simplement du templating pour la petite jolie animation avec les lobbies et les players. Et c'est une application web servlet, Tomcat, n'importe quoi, tout plus classique. Moi ici, vous voyez que ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'injecter le REST Template Builder pour configurer un REST Template. Le but de cette classe, c'est de faire justement les appels au back-end qui a les profils et les statistiques. Bon, ici, j'ai plus cette classe. Alors, pourquoi est-ce que j'ai plus cette classe? C'est parce qu'en Spring Boot 4, on est beaucoup plus fin au niveau des dépendances vers les technologies. Et si vous prenez le Web Starter, vous n'allez pas avoir un client HTTP par défaut, ce que vous savez être le cas dans Spring Boot 3. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? C'est le signal fort dont je vous ai parlé initialement. Si vous voulez un client HTTP, vous allez peut-être vouloir utiliser REST Template, REST Client, ou peut-être que vous allez être intéressé par faire du streaming et vous allez utiliser Web Client de Webflux. Et ces deux solutions, vous pouvez choisir l'une ou l'autre, éventuellement peut-être même les deux, mais je vous le conseille pas. Quoique il y a comme des gens qui le font les deux. Ah, c'est enregistré, mince. Donc, choisir, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez devoir donner un signal. Et si vous ne donnez pas de signal, c'est pas dans votre classe path. Donc, du coup, moi, je vais rester en full servlet, enfin en full impératif plutôt. Et donc, je vais choisir REST Client. Alors, il va y avoir également des starters supplémentaires, d'accord, parce qu'on a essayé d'harmoniser les choses pour que vous puissiez découvrir plus facilement. Donc là où auparavant, vous vouliez utiliser Flyway ou Liquibase, par exemple, vous allez ajouter la librairie tierce. Donc Flyway, Liquibase, rien à voir avec Spring Boot. Comme maintenant, il y a une notion de module, on a harmonisé et donc toutes les technologies maintenant ont un starter. Donc il y a plus ces cas un peu spéciaux où il n'y avait pas de starter parce que c'était juste une lib. On a décidé vraiment d'harmoniser. Donc toutes les technologies que Spring Boot supporte, il y a un starter qui est associé. Ok. Alors du coup, ça ne compilait pas non plus parce il y a aussi, évidemment, avec cette modularisation, on voulait bien entendu faire ça proprement pour aller vers l'avant et pouvoir continuer
à faire évoluer Spring Boot de manière saine. Et donc tous les modules sont sous la forme Spring-Boot-technologie et le package est du style Org Spring Framework Boot, la technologie. Donc c'est là où vous voyez le REST client qui apparaît au niveau de l'apport ici. Alors ce mécanisme-là, il a été aussi appliqué au test. Okay, donc au test, vous savez aussi que si vous ajoutez le test starter avec Spring Boot 3.5, vous allez avoir une flopée de trucs, des slice tests, des utilitaires de test pour toute une série de technologies, etc. C'est plus le cas aussi avec Spring Boot 4. Donc Spring Boot 4, vous allez dire, je veux tester avec telle technologie, je veux tester telle technologie. Et donc vous allez être aussi spécifique au niveau de votre classe passe de test qui va avoir les mêmes bénéfices en termes de bruit dans votre éditeur. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce genre de starter, vous n'allez plus l'ajouter en Spring Boot 4. Parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de valeur, il n'a plus vraiment beaucoup de valeur. Vous allez au contraire ajouter le starter de la technologie, de là ou de les technologies que vous voulez tester. Alors vous voyez que j'écris WebMVC et pas Web. Donc ça, c'est justement un des starters qui a été renommé. L'ancien nom continue à fonctionner, mais on va l'enlever à un moment donné. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça dans le cadre, donc dans les 5 starters, on va dire 4 puisque j'en ai oublié un, on voulait harmoniser les choses entre WebMVC et Webflux. Le starter pour Webflux s'appelle Webflux. Et donc on a voulu être un petit peu plus précis, surtout que maintenant ça n'amène plus un client HTTP, donc on l'a renommé WebMVC. Les 3 autres sont liés à Spring Authorization Server, qui était un projet dédié. Et dans cette nouvelle majeure, ils l'ont intégré directement dans Spring Security. Donc pour des questions d'harmonisation, on a ajouté Security dans le nom du starter, c'est pour ça qu'il est renommé. Alors vous voyez aussi ce qui est utilisé ici pour le test. Donc règle simple, Spring Boot Starter Technology-test, c'est pour tester cette technologie. D'accord. Donc tous les starters qui ont un -test, ce sont les starters qui correspondent à ce que vous voulez tester. Donc du coup, je vais sans doute vouloir tester aussi le client. Donc je vais faire ça. Alors là, du coup, c'est aussi du package space. Hein. Oups. Voilà. Voilà. Vas-y, tu peux le faire. Yes. Alors dans cette app, il y a pas que simplement des import statements et un petit peu de build file à régler. Il y a aussi des changements. Donc ici, en l'occurrence, il y a un changement sur la classe HTTP headers, détail, mais bon, comme ça vous le savez. Dans Spring Boot 3, ça implémentait le contrat map du JDK et ça ne me fait plus dans Spring Boot 4. Alors ne me demandez pas pourquoi, il y a une très bonne raison. Mais si vous intéresse, c'est écrit dans le changelog. Je pense que dans mon souvenir, ce que ça a amené, c'est que ça a amené une certaine confusion par rapport à ce que la classe HTTP header était capable de faire, notamment le fait que vous pouviez lui demander s'il y avait un header sans vérifier la casse. Et ça, quand on implémente le contrat map, c'est un peu bizarre, quoi, puisque le contrat map, lui, est très différent à ce niveau-là. Ok, donc j'ai mon app. Un truc aussi que je voulais, on va la redémarrer, tiens, pour voir si c'est bon. Et un autre truc que je voulais vous montrer avant qu'on aille de l'avant, c'est la requête pour QA un joueur. Retenez ça, qui tourne autour de 400 quelque chose millisecondes. D'accord. Donc c'est le truc qui appelle les 2 services, qui sont un peu foireux, qui récupère les données et puis qui met en fait le joueur dans une queue pour éventuellement arriver dans un lobby. Si vous vous demandez ce que c'est que ce truc, parce qu'on me le pose tout le temps, c'est le support pour client HTTP dans IntelliJ. Donc si vous créez un fichier qui s'appelle, autant pour moi, oui, dont le suffixe est HTTP, donc n'importe quoi .http, ça ouvre en fait l'éditeur d'IntelliJ, donc ça vous permet de très, très facilement créer comme ça des query examples, ça c'est chouette. On aura l'occasion d'y retourner d'ailleurs dans une seconde. Un peu plus qu'une seconde quand même. Bon alors du coup, premier gros changement, ou en tout cas, deviez un peu vous y attendre
de Spring Boot 4 ou plus précisément Spring Framework 7, c'est que le REST template a été déprécié. Donc ça veut dire que le REST template, pour de vrai, va être enlevé du code base. Donc, ne m'envoyez pas des tomates tout de suite. C'est que c'est assez controversé. Alors, une petite explication du pourquoi, parce qu'il y a un raisonnement derrière, évidemment. Euh, on a pas mal bossé sur, vous savez qu'il y a le REST Client qui a été introduit déjà il y a un petit bout de temps, qui offre une API un peu plus moderne. On va la voir ici dans une seconde, donc ceux qui ne connaissent pas vont voir un petit peu comment ça fonctionne. Et on a continué à avancer sur l'intégration des clients HTTP, notamment au niveau de l'observabilité et d'autres fonctionnalités. Et malheureusement, ces fonctionnalités-là, on ne pouvait pas les ajouter dans REST Template sans casser toute une série de choses. Donc ça veut dire que REST Template et REST Client maintenant n'ont plus le même set de fonctionnalités, ils ne sont plus à parité. Et on ne voit pas comment est-ce que ça pourra aller en s'améliorant, puisqu'on connaît les limitations du REST Template et de son pattern. Donc c'est la raison pour laquelle c'est déprécié. C'est qu'on ne veut pas vous donner l'impression que vous pouvez continuer à l'utiliser et à bénéficier des fonctionnalités que Spring va continuer à promouvoir. Donc, on n'en veut plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour migrer à REST Client? Déjà, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est que si vous avez énormément d'infrastructures autour du REST Template, donc les converteurs et les gestions d'exceptions, etc., vous pouvez créer un REST Client depuis un REST Template. D'accord? Donc ça, c'est une solution transitoire, évidemment. Donc, je vous montre en pratique ce que ça veut dire. Vous pouvez faire REST Client, create, et lui donner un REST Template. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça prend la config de REST Template, ça l'applique dans le REST Client, et puis vous pouvez utiliser la nouvelle API, mais ça va se comporter de manière identique en termes de sérialisation, etc. Donc ça, c'est transitoire. Évidemment, le mieux, c'est de basculer complètement à la nouvelle API. Et donc la nouvelle API a un builder aussi, un petit peu comme ce que Spring Boot vous propose. Il y a quelques petits changements voilà, de nom de méthode pour une question d'harmonisation, mais en gros, ça reste un petit peu dans le même système. Alors ça, c'est notre premier accès au premier service. On veut passer un header HTTP et on veut récupérer le body et le désérialiser dans un objet. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de cérémonie, hein, on doit créer des headers, on doit mettre un accept avec une liste, et puis après on doit passer ça dans une méthode qui a pas mal de paramètres, et puis on peut récupérer le body. Alors en REST Client, ça ressemble à ça. Player Profile Client, on fait un get. Une fois qu'on a un get, on va se retrouver avec la prochaine étape. Donc ici, c'est de donner une URI. Donc c'est profil. Alors j'ai donné cette session 3 fois et à 100% du temps, j'ai mal écrit l'URI. Donc si ça plante, c'est normal. Alors après, ben, vous pouvez passer à la prochaine étape. Donc il y a toute une série de choses que vous pouvez faire. Et une fois que vous êtes à un certain étage, l'API va uniquement vous proposer des choses qui ont du sens à l'étape où vous êtes. Donc vous pouvez setter des attributs, toute une série de choses. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je veux accepter JSON, retrieve, et puis je lui demande un player profile. Ok. Donc ça, c'est le code équivalent de ceci, qui est quand même un peu plus élégant. Alors du coup, je vais faire ça aussi en vitesse, pour ne pas devoir le recopier deux fois. Autre chose, vous avez peut-être remarqué que ça c'est un peu bizarre. Pourquoi c'est pas privé ce truc? Alors c'est pas privé parce qu'au niveau testing, il y a une petite subtilité. Qui est-ce qui connaît le mock REST Service Server ici? Un nom un peu long. Ok, peu de personnes, mais vous êtes déjà endormi, je ne sais pas. Alors le mock REST Service Server, c'est un utilitaire de Spring Test qui vous permet d'enquiller une requête avec un certain état et ce que le serveur doit faire en contrepartie. Donc vous allez dire si on fait un get avec telle URL et tel header et tel machin, retourne tel document JSON par exemple. D'accord? Puis après vous allez pointer votre client vers cette infrastructure-là et vous allez pouvoir faire des tests sans avoir vraiment un serveur qui tourne. Problème avec ça, c'est que si vous utilisez le REST template, il n'est pas capable de
fonctionner avec deux rest templates différents. Vous devez, lorsque vous l'utilisez, vous ne pouvez mettre qu'un seul rest template. Ce qui est assez casse-pied. Et ça, c'est géré au niveau du REST client. Donc ça, c'est cool. Donc au lieu de le créer moi-même à la main, je vais appeler ça serveur, je vais simplement demander à l'infrastructure de me l'injecter. Boum. Et alors ça doit être un REST client du coup, hein, puisqu'on l'a modifié. Ça, on peut enlever. Ça, on peut enlever. Et on va regarder si ça fonctionne toujours et si je descends des 100% ou pas. Ah, bien. Ok, mettre passer à 25%, c'est cool. Enfin, 75% du coup. Ok, donc on a fait ça. Je vous invite vraiment à garder ça en tête puisque le REST template, il est ce qu'on appelle soft deprecated, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore déprécié dans Spring Framework 7.0, mais donc on a envoyé le warning. En 7.1, il sera déprécié. Donc si vous compilez comme vous devriez d'ailleurs, et que si vous appelez du code déprécié, votre build ne doit pas fonctionner. Là, vous allez avoir un problème de compilation. Et en 7.2, je pense qu'en 7.2, il sera enlevé ou il sera enlevé en 8. Voilà. Je ne sais plus lequel des deux, mais donc ça arrive. Ok. Euh, alors, si on revient sur notre code de tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, le garder ici. Et si j'essaye d'appeler une méthode, il me dit, ah, ça peut produire un null pointer exception. Alors pourquoi est-ce que ça peut produire un null pointer exception? Parce que vous pourriez avoir une réponse qui n'a pas de body. Et si la réponse n'a pas de body et vous demandez de désérialiser ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous renvoyer nul. Donc ça veut dire que ici, quand je sors de cette méthode, ça pourrait être nul. En fait, en réalité, je sais que ce n'est pas nul puisque l'API ici est faite telle que le contrat me dit que si je fais un appel, je reçois soit le profil, soit une erreur parce que le profil n'existe pas, mais je ne reçois jamais un body nul, un body vide, pardon. Ici, on voit qu'on a une petite IntelliJ qui nous donne une information. Cette information-là n'est pas neuve. Donc, depuis Spring Framework 5, pour ceux qui se sont un peu renseignés sur le sujet, Spring Framework, lui, donc uniquement le Spring Framework, c'est important, et quelques autres projets, mais pas Spring Boot, ont commencé à ajouter des métadatas de nullabilité dans le code. Et donc, grâce à ces métadatas, des outils tels qu'un IDE peut vous fournir des inspections et vous dire, OK, bon là, visiblement, il va y avoir un problème. À la base, donc c'était dans Spring Framework 5, donc c'était il y a deux majeurs, donc ça fait déjà un bout de temps qu'on a fait ça. À la base, l'idée c'était de s'intégrer un peu mieux avec Kotlin, parce que Kotlin, il a vraiment ça au niveau du langage, le fait que soit c'est nul, soit c'est pas nul, soit c'est non spécifié. Et donc l'idée c'était de rendre l'appel entre code Kotlin et code Java un petit peu plus idiomatique pour le développeur Kotlin. C'était loin d'être idéal et puis surtout il y avait uniquement quelques modules du portfolio qui utilisaient ça. Alors ce qu'on a fait dans cette release ici, c'est qu'on est passé à un nouvel outil qui s'appelle JSpecify. Qu'est-ce qui connaît JSpecify ici? On a 20%, ok. Donc l'idée de JSpecify, c'est d'aller plus loin en termes de validation de votre base de code et de savoir si vous pourriez vous retrouver avec un null pointer exception. Et donc non seulement ça va plus loin, c'est-à-dire que les vérifications sont plus poussées, mais aussi vous avez un outil qui peut planter votre build si jamais il détecte un problème. Donc par défaut, les problèmes sont flagués comme étant des warnings, mais vous pouvez le configurer pour que ce soit flagué comme des erreurs. Donc on va essayer de mettre ça en place, euh, sachant que pas de panique, ce n'est absolument pas, ça ne fait pas partie de l'upgrade, d'accord? Donc il n'y a pas de besoin de votre part de faire ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste pour vous montrer les possibilités de l'outil. Si vous voulez ignorer le truc complètement, aucun souci. Il n'y a pas une volonté de notre part de vous demander de mettre à jour votre code pour utiliser ce système, mais si vous décidez de l'utiliser, ben, c'est un désavantage. Donc, pour les checks, on utilise un plugin qui s'appelle ErrorProne. Donc, ErrorProne, c'est un espèce de check style qui fait toute une série de validations. Et il y a un plugin, justement, qui s'intègre avec JSpecify. Donc, pour ça, je dois ajouter
des dépendances, donc la dépendance vers error prone et la dépendance vers null away. Donc null away, c'est la lib qui va justement faire ces checks de vérification. Et puis je dois un petit peu configurer ma tâche de compilation. Alors, une petite explication. On va pas voir tout, mais on verra la suite dans les débats. Ça peut paraître un peu étrange, mais en gros, l'idée, c'est les checks que AirProne fait en dehors du plugin. J'ai pas envie vraiment de regarder à ça pour le moment, donc je les désactive. Ça ne veut pas dire que les checks sont désactivés, ça veut juste dire que ce que AirProne fait par défaut, j'ai pas envie de le voir pour le moment. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Ceci aussi, regardez bien ça à l'esprit, la classe Spring ici, qui est une annotation de contrat custom. On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on active le mode GSpecify, donc ça veut dire vraiment qu'on va commencer à regarder en détail dans votre base de code, y compris dans les génériques, etc., pour voir là où vous pourriez avoir un accès à un champ qui est nul. Et ceci, ça transforme les warnings en erreurs, c'est-à-dire que si on trouve un problème, on va planter la compile, en gros. Alors j'ai activé le plugin et en fait je viens de builder et il ne se passe strictement rien. Alors pourquoi est-ce qu'il ne se passe strictement rien? C'est parce nous on fonctionne comme ça, mais il y a d'autres options. Euh, en fait l'idée c'est que tant que vous ne flaguez pas un endroit de votre code où vous voulez que le check s'active, le check ne s'activera pas. Donc c'est le only null marked ici et je vais vous montrer en pratique comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais aller dans un package où je sais qu'il y a des problèmes. Et ce que je vais faire sur ce package, c'est que je vais ajouter null marked de la notation de GSpecify. Et donc nullmark, ce que ça fait, c'est que ça va dire, dans ce package-ci, je voudrais bien que les checks s'activent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème? On a un problème ici, justement, c'est ce qu'on était en train de parler tout à l'heure. Il n'aime pas ça parce que, en fait, ceci peut retourner nul, ceci ne dit pas que ça retourne nul, donc il y a un problème. Donc vous voyez l'erreur ici, je vais vous l'agrandir. Donc en gros, ce que ça veut dire ici, le message d'erreur, c'est que vous essayez de retourner quelque chose qui pourrait être nul sans le déclarer. Alors, ce que je peux faire, c'est je peux faire ceci. Donc je peux dire cette méthode peut retourner nul, et donc ça veut dire que lorsque vous allez appeler cette méthode, si vous ne gérez pas le fait que le type de retour, vous mettez un différente nul ou quoi que ce soit, ben alors là, ça va poser problème au niveau de l'appelant. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne veut pas faire ça parce que on sait que soit il va y avoir une exception, soit ce ne sera pas nul. Donc on va faire par exemple ceci. Et là on voit que l'erreur disparaît. OK? Même chose au niveau des stats. Mais alors je vais changer un peu, je vais dire une expression. Alors ça paraît un peu magique. Donc ça, c'est la classe Acer de Spring Framework. Hein, donc c'est pas dans le JDK, c'est Spring Framework. Donc ça paraît un peu magique que du code dans Spring, tout d'un coup, ça permette de régler le problème. Alors c'est là que la notation contrat vient jouer son jeu. C'est-à-dire que la notation contrat, ce sont vraiment des points très spécifiques dans votre API où vous voulez un peu apprendre à JSpecify ce qui va se passer. Donc le format est un peu barbare, hein, je vais vous l'expliquer brièvement. Gardez bien à l'esprit que ce genre d'utilisation, vous devez en avoir 3-4 dans votre code base. Ce n'est pas le genre de choses que vous allez mettre partout. Dans Spring, il n'y a que cette classe-là qui utilise la notation. Et peut-être un autre endroit, je pense, pour un cas vraiment très spécifique. Donc c'est vraiment des cas très spécifiques, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser. Donc en gros ici ce que ça dit, c'est que si le premier argument est nul, le deuxième argument je m'en fous, ça va planter. Donc il sait que si le deuxième argument ici est nul, il va y avoir une exception, et donc ça joue bien le jeu que si ça passe cette ligne, ça veut dire qu'il n'est pas nul. Pourquoi ça renvoie pas l'objet à l'école plus possible? Tu pourrais retourner directement le résultat. Tu veux retourner le résultat de ça? Ouais. Bah, Retourner mais sauf que ça peut être nul. C'est justement le but du check. Bah si. Oui, mais le truc c'est que... Oui, ça retourne à mais alors il faut changer le nom de ta méthode. Il faut changer le nom de ta méthode, quoi. Tu peux pas faire assert note nulle qui retourne quelque chose, quoi, puisque tu le passes.
avant, on pouvait faire un return direct du profile, et là, maintenant, on a 3 lignes. C'est une démo. C'est une démo. Donc, je vois qu'il y a un petit problème avec ça, donc je vais le régler pour toi. Voilà. C'est sur une ligne. Mais l'idée, c'est que moi, je voulais montrer le truc contrat. Et je t'oblige pas à utiliser cette classe. Hein. C'est toujours toi qui code. Oui, oui, bien sûr, bah, tu as vu, le warning a disparu. Donc, pour revenir à ce que j'essaie d'expliquer, la notation contrat, c'est pour du code que JSpecify ne connaît pas. Et c'est pour lui permettre finalement d'avoir un comportement qui peut être assez sympa. Ici, deuxième chose pour le state, juste pour montrer une différence. Là, ici, l'idée, c'est que si on dit que l'expression qu'on passe, elle est fausse, on s'en fout du deuxième argument, du coup, c'est l'underscore, ça va planter. Et donc, du coup, si on revient en arrière, bah, il est suffisamment malin que pour voir l'expression et dire, bah, cette expression-là, si elle est fausse, ça va planter. Si elle est vraie, ça veut dire que l'objet n'est pas nul. Ok. Et alors, concernant la question pour le JDK, bah, ce qui se passe, c'est que pour le JDK, ce que JSpecify a fait, c'est que eux-mêmes, on va pas mettre des annotations contrat dans le JDK forcément, mais comme cette API, tout le monde a cette API et qu'elle est connue, qu'il y a des specs, etc., mais ils ont implémenté un support spécifique de ces méthodes-là dans le JDK. Donc, soit vous utilisez ce qui est disponible dans le JDK pour faire ce genre de check, soit vous utilisez votre propre code avec la notation contrat si nécessaire, ou la nôtre, si vous décidez d'utiliser la nôtre, c'est un petit peu comme vous voulez. Alors, on n'est pas sorti du bois, il y a encore un problème. Où est-ce que je suis? Voilà. Alors, un autre problème qui est aussi une démo, je précise, avant qu'on m'engueule pour savoir que je n'ai pas fait du constructor injection. Si vous faites des setter injection, donc, dans Spring c'est quelque chose qui peut arriver, ou que si vous avez une interface aware, comme ici c'est le cas, il y a de nouveau, mais c'est à cause de ce truc là. Alors, on y est. Je suis revenu? Non. J'ai un problème avec Zoom, je crois. Ouais, ok, d'accord. Donc ce genre d'interface, vous avez peut-être déjà dû voir dans Spring, c'est un truc pour vous injecter un élément d'infrastructure. Vous avez ça pour le class loader, pour la bin factory, etc. Et donc quand vous implémentez cette interface, Spring à un moment donné, avant de rendre le bin disponible dans le contexte, il va appeler cette méthode. Et donc concrètement, ce que ça veut dire que ici, JSpecify n'est pas content. Je vais montrer là. C'est pas encore la bonne. Où est-ce que je suis? Je dois être ici au-dessus alors. Là. Donc il me dit que il y a un problème avec ce champ, parce que ce champ n'est pas flagué comme étant nullable, et il est nullable à un moment donné. Okay, donc si vous rentrez ici dans le constructeur, event publisher est nul. Or, je n'ai pas dit qu'il était nullable. Donc ça aussi c'est un problème. Parce que éventuellement vous pourriez utiliser les choses de manière incorrecte, et donc ça c'est l'avantage de cet outil. Mais vous, en tant que développeur, vous savez très bien, c'est un cas particulier de l'utilisation de Spring ou d'un autre framework, vous savez très bien que cet élément-là va être disponible avant d'utiliser le bin. Donc pour ces cas-là, il y a moyen de sortir un petit peu du problème, encore une fois de manière chirurgicale, en enlevant le warning. Alors autre chose que vous pourriez faire si ce n'était pas une démo, c'est de mettre ceci au niveau du constructeur et demander à Spring de l'injecter dans le constructeur. Et là, c'est final et il sera non nul, et il n'y a pas de problème. Mais l'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu le genre de choses que vous seriez amené à devoir gérer. Ouais. Hmm. Tu mets dans le constructeur, c'est-à-dire que pendant que le constructeur s'exécute, il y a quand même la transition entre nul et non nul, qui est observable si tu as une extension, et si tu appelles le machin, etc. Mais ce que tu auras dans le constructeur ne sera jamais nul. Ce ne sera pas nul dans le constructeur. Donc si tu fais ça, juste pour être sûr que j'ai bien compris ta question, hein, si tu fais ça ici, là, il n'y a pas de transition. Quand on appelle le constructeur, event publisher n'est jamais nul. Jamais tu étends, parce que si jamais tu étends player registrar, que tu fais un super, que tu bidouilles avec l'overriding, etc., tu peux observer le fait que les chansons nulles quand on appelle le constructeur. Bon, on en parlera. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire, mais là, ce serait à savoir en fait si JSpecify ne le verrait pas ça. Oui, c'est ça. Je sais pas, mais je pense que oui. Parce que l'idée vraiment, c'est ils font des trucs de fou avec les génériques, etc. Donc.
Ouais. Du coup, où est-ce que j'en étais? Yes. Euh, c'est beau, là, lui. Donc, du coup, pour JSpecify, est-ce que vous le voyez, la barre? Non, il n'y a que moi qui la vois. Super. Donc, pour JSpecify, un petit résumé de ce qui est important. Vous devez utiliser Java 24. Enfin, en fait, le slide est faux, c'est Java 22, mais bon, peu importe. Pourquoi? Parce que JSpecify utilise quand même des trucs assez avancés dans le compilateur, et donc ils ont eu besoin d'avoir, ils ont reporté toute une série de problèmes que l'équipe Java a fixés. Alors, attention, ça ne veut pas dire que votre application doit tourner avec Java 24+, d'accord? Vous devez avoir Java 24+ au niveau de votre projet pour compiler votre projet. C'est-à-dire, vous installez Java 25, c'est encore le mieux, et puis vous utilisez le flag "-release", 17 par exemple, et donc ça va continuer à produire du bytecode qui est compatible avec Java 17. Donc c'est pas un besoin de changer l'exécution, c'est vraiment au niveau dev, au niveau compile. Si vous avez des librairies ou si vous êtes une application, bah, ça va être vraiment très très différent en termes de retour sur bénéf. Donc si vous avez des librairies dans votre société, bah, c'est potentiellement plus intéressant dans un premier temps. Ça change le type au niveau de Kotlin, puisque ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que JSpecify et Kotlin, ils ont un support natif. C'est-à-dire que au moment où vous mettez ces annotations que j'ai expliquées, que j'ai montrées là, le type au niveau Kotlin va changer. Le type que Kotlin va voir va changer. Et donc, votre application, si auparavant, il gérait le fait que peut-être que c'était non spécifié au niveau du type, lorsqu'il appelle du code Java, là, ça va changer en spécifié, et donc ça ne compilera plus. Donc pensez-y si vous avez des interactions entre votre librairie et Kotlin. C'est viral. Donc une fois que vous l'ajoutez, bah, ça part dans tous les sens puisque les méthodes que vous appelez, bah, elles-mêmes sont appelées avec potentiellement des problèmes au niveau null check. Donc c'est pas quelque chose qui va vous prendre une après-midi. Un avantage que moi j'ai vu en migrant pas mal de modules dans Spring, c'est que ça vous force un petit peu à repenser à vos contrats. Certains contrats, vous allez vous rendre compte que bah, vous allez devoir mettre du nullable de partout, et puis bah, en fait ça va pas vous plaire du tout. Et donc vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que ce truc finalement est nul? Et en regardant dans les détails, bah, vous allez vous rendre compte potentiellement que c'est peut-être pas nécessaire. Et donc ça va simplifier toute une série de choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis vachement en retard en fait. J'ai été beaucoup trop cool. Donc on va passer à une autre démo qui est API versioning. Alors, API versioning, c'est quelque chose que vous avez toutes et tous à un moment donné fait. Quelque chose, vous avez une app, enfin une API avec certaines fonctionnalités, puis vous devez introduire une nouvelle fonctionnalité, mais en fait, ça va casser quelque chose, donc vous voulez que vos anciens clients ne la voient pas ou la voient de manière différente. Donc vous allez passer un header ou bien vous allez faire API slash 1.0, API slash 1.1, etc. Euh, donc, il n'y a pas vraiment une manière de le faire correctement, mais par contre, toute la cérémonie pour mettre ça en place, c'était assez casse-pied. C'est un peu le retour qu'on a eu des utilisateurs. Et donc, on a décidé d'ajouter ça. Donc, dans Spring Boot 4, vous allez avoir support de versions des API. Alors, on va vous montrer ça en pratique avec une nouvelle méthode que je voudrais faire. Imaginons que je voudrais avoir les stats du nombre de joueurs qui sont actuellement dans la queue. Donc, je vais écrire un record pour ça. Et une nouvelle méthode. Alors, cette nouvelle méthode, elle a un truc un peu particulier, c'est qu'elle a un nouvel attribut. Et donc, ça, ce que ça signifie, c'est que ce endpoint-là en particulier n'est visible que si vous demandez la version 1.1. Alors ici, au niveau de mon contrôleur, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ce contrôleur supporte 1.0 et au-delà. On va voir ce que au-delà veut dire. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si il n'y a pas il y a pas de version, bah, c'est les versions qui sont supportées à partir de 1.0. Et ici, elle est spécifique à 1.1. Alors comment est-ce qu'on met tout ça en place? On met ça en place avec un peu de config. Euh, donc
c'est le truc habituel WebMVC configureur, que vous connaissez tous, j'imagine. Et on va configurer API versioning, d'accord? Donc ça, c'est un moyen assez simple de configurer comment Spring MVC fonctionne. Donc sur le configureur, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais lui donner la stratégie pour passer la version depuis le client, d'accord? Donc les stratégies, ça peut être un paramètre de la requête, ça peut être un header HTTP, ça peut être un segment dans le URI, ou ça peut être votre propre implémentation si jamais dans votre société vous avez déjà cette manière de gérer les versions et puis vous détectez la version d'une manière XY. Donc là, il y a une interface à implémenter pour extraire la version de la requête. Ici, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je voudrais bien juste un header HTTP. Ensuite, ce que je fais, c'est que je peux lui donner une version par défaut. C'est pas nécessaire. Mais donc, en gros, pour éviter trop de problèmes au niveau des clients existants, si vous introduisez ça, vous pouvez dire que la version pour le moment actuelle, par défaut, c'est 1.1. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter explicitement les versions qui sont supportées. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que si vous avez vos clients qui commencent à envoyer n'importe quoi, bah, ils vont se choper une erreur comme quoi la version qu'ils demandent n'est pas supportée. Ok, ok. Donc, on peut jouer avec ça. Et si je reviens sur mon petit truc de requête là, de tout à l'heure, ici, j'ai ça. Donc voici mon nouvel endpoint, hein, c'est celui que j'ai créé en version 1.1. Donc si je l'appelle, donc on va redémarrer l'app, la queue est en mémoire, donc il n'y a rien du tout. Et ici, c'est une manière de... Donc ça passe un header HTTP hein, ici, et ça c'est simplement la manière dont IntelliJ fonctionne. Donc vous voyez que si je fais une demande avec la version 1.0, ça n'existe pas, je ne le connais pas. Okay, donc ça va gérer de manière transparente pour vous. Et donc c'est quelque chose qui est assez sympa et qui fonctionne assez bien. Ok. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que le serveur qu'on a, back-end, il est un peu foireux, des fois il marche pas, des fois il plante. Alors c'est ici ce que je vais m'apprêter à faire. Donc ça c'est pas le serveur principal, c'est le serveur qui est un peu caché, qui renvoie les stats et les profils. Et donc j'ai une query ici un peu de test où je vais lui dire s'il te plaît plante 20% du temps. Alors on va requeuer. Et voilà, et ça commence à planter. D'accord, mais on ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas très bien où. Ça plante au niveau. Bon, bah, évidemment, je vous ai déjà dit que c'était sur le serveur distant, puisque c'est le but de la démo ici. Mais imaginez que vous êtes dans le. Vous voyez ce genre de choses arriver, et donc essayez de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, ça me donne l'opportunité de vous parler un petit peu des améliorations qui ont été faites au niveau de l'observabilité dans Spring Boot 4. Donc, tout d'abord, on a pas mal avancé sur tout ce qui est OpenTelemetry pour vous fournir une expérience de démarrage qui est la plus simple possible. Vous remarquez aussi qu'on s'apprête à ajouter de la télémétrie dans notre application sans l'actuator. Ça aussi, c'est un bénéfice de la modularisation où certains cas d'utilisation maintenant sont possibles alors qu'avant, ils étaient contraints finalement à avoir actuator dans votre app. Alors pour cette démo-ci, ce que j'ai, c'est que j'ai voilà, j'ai un serveur Grafana test avec un collecteur OpenTelemetry qui tourne sur le 4318. Ça tourne pour le moment sur ma machine. Et donc l'idée, c'est qu'on va envoyer des télémétries là-bas et voir un peu ce qui se passe. Alors pour ce faire, j'ai pas encore ajouté le starter OpenTelemetry. C'est à dessein, c'est pour vous montrer autre chose. Donc ici, ce que je veux faire, c'est que je veux faire deux choses. La première, c'est que je veux lui dire où envoyer les traces. Donc ça, c'est le serveur du Docker Compose que je viens de vous montrer. Et l'autre chose qui est importante lorsque vous faites des démos, c'est de changer la probabilité des traces à 100%. Par défaut, c'est 10%. Donc ça veut dire qu'il y a une chance, enfin il y a 9 chances sur 10 que si vous faites une requête de test sur votre machine, que la trace n'arrive jamais sur le serveur. Parce que l'idée, évidemment, c'est de ne pas envoyer toutes les requêtes, sinon le serveur, il est mort avec le trafic de votre app. Lorsque vous faites des tests en développement local, ben évidemment, le mettre à 100%, c'est un peu plus utile puisque vous voulez voir les quelques requêtes que vous allez faire. Et ce que vous voyez ici, c'est que Monitor me dit je connais pas ça.
Donc ça, c'est aussi un autre bénéfice de la modularisation, c'est que les métadonnées des propriétés qui sont liées à une technologie donnée sont aussi liées à la présence du module. Donc, je vais ajouter OpenTelemetry ici du coup, et voir si il est plus content. Yes, il est un peu plus content, on redémarre. Ok, et je vais queuer. Donc ça continue à planter, mais la différence maintenant, c'est que je vais pouvoir un peu regarder ce qui se passe au niveau télémétrie. J'ai ici des traces. Je vois ici que j'ai des traces qui ont planté. Où est-ce que c'est? Trace, 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 trace. Est-ce que je l'ai encore mis trop? Voilà, merci. Pips. Voilà, donc c'est pas génial, mais voilà le résultat de la requête. Donc vous voyez ici une requête avec, donc en jaune, c'est mon backend à moi. Mon serveur à moi, pardon. En bleu, c'est le serveur distant que je ne contrôle pas. Et donc, vous voyez qu'il y a effectivement, pour récupérer les informations d'un joueur, on va d'abord faire une requête pour récupérer son profil et puis une requête pour récupérer ses statistiques. La partie en bleu, c'est parce que le service back-end que je ne contrôle pas, il utilise aussi OpenTelemetry, il envoie aussi ses traces sur le même serveur et donc il y a la réconciliation qui se fait automatiquement, comme vous le savez sans doute. Et donc je vois que c'est effectivement le endpoint de stats qui pose problème. Okay. Donc je vais vouloir régler ce problème. Donc il y a plusieurs choses à faire. Évidemment, vous pouvez engueuler le dev qui fait le endpoint stats, mais c'est pas toujours possible, surtout si vous n'avez pas un accès direct aux personnes. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'à la place, je vais amener un petit peu de résilience dans l'appel de cette méthode. Et pour ce faire, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de Spring Framework 7 qui se base sur un projet qui s'appelle Spring Retry. Vous avez peut-être entendu parler. Spring Retry qui maintenant est phasé, donc il est en fin de vie et certaines des fonctionnalités ont été déplacées dans le framework. Il me reste 5 minutes, ça va être chaud. Alors, cette annotation, c'est retryable, donc vous pouvez faire une série de choses avec cette annotation. Vous pouvez lui dire quelles sont les exceptions qui vont mener à le fait de réessayer. Ça, c'est une bonne idée, parce que si vous avez du null pointer exception, enfin, vous n'en aurez plus si vous utilisez specify, mais si vous avez illegal argument ou illegal state, c'est des choses qui sont des problèmes de dev, donc vous n'allez pas faire un réessai sur base de ça. Donc, vous pouvez fournir, par exemple, une exception qui est l'exception racine du client HTTP. Vous pouvez donner un délai de départ, donc par exemple, moi je veux dire 300 millisecondes, sachant que voilà, c'est le format habituel. Vous pouvez aussi donner le nombre de millisecondes comme un long, mais l'idée du format, c'est que c'est un peu plus explicite. Alors par défaut, ce que ça va faire, c'est que ça va réessayer, ça va attendre 300 millisecondes, réessayer, et si ça plante toujours, ça va de nouveau attendre 300 millisecondes, réessayer, etc., jusqu'au moment où le nombre maximum d'essais est atteint. Le nombre maximum d'essais, c'est 3. Mais vous pouvez spécifier un multiplier, et donc si vous spécifiez un multiplier, vous passez alors d'un back-off fixe à un back-off exponentiel, où à chaque essai, il augmente la période d'attente. D'accord? Et si vous voulez rendre ça un petit peu plus, un petit peu moins prédictif, vous pouvez ajouter un espace où on va aller chercher la période d'attente de manière random, de manière aléatoire, dans la valeur qui est spécifiée ici. Alors pour que tout ça fonctionne, puisque ça va aller regarder sur vos bins et vous n'avez pas envie que ça fasse ça par défaut, comme pour Async, comme pour le schedule, il y a une annotation pour l'activer. Alors, on est reparti. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Vous venez de voir un outil interne, c'est scandaleux. Donc voilà, donc ça requeue, et là on n'a plus d'erreur. Donc on va aller un peu voir ce qui s'est passé au niveau de notre back-end. Je vais prendre mes 5 dernières minutes, c'est mieux. À 2h23. Il devrait y avoir quelque chose ici. Ah, te voilà. Donc je prends tes traces et je pense qu'il prend les... Oui, c'est ça. Il prend la plus lente en premier.
Et donc, vous voyez finalement le principe de réessai. Avec chaque fois une distance qui est un petit peu différente. Donc ça, c'est la partie vraiment aléatoire que j'ai ajoutée avec la dernière propriété. Ok, il me reste 3 minutes. Qu'est-ce que je veux vous dire? Dans Spring Framework 7, il y a aussi toute une série d'autres choses que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Vous avez la liste ici. Si vous avez des questions, on en parle à la pause ou après. Quelque chose d'intéressant, c'est que cette fois-ci, pour la majeure, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de faire un blog post tous les mardis jusqu'à la version GA. Donc il y a toute une série de blog posts pour différents modules de Spring qui expliquent un petit peu ce qu'on a fait et les différents détails. Celui-là, par Brian, il est intéressant en particulier si vous êtes intéressé par l'explication de pourquoi le REST template va être enlevé du code base. Donc ça explique pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision et les détails. Pas eu l'occasion de parler de la nouvelle version de Jackson, mais pour ceux qui se tiennent au courant de tout ça, il y a une nouvelle version majeure de Jackson qui n'était pas arrivée dans un passé récent. Et donc l'idée, c'est que Spring Boot 4 passe à ça et vous offre des outils pour toujours utiliser Jackson 2 de manière dépréciée. Ça, c'est la liste. Vous allez trouver ça sur spring.io/blog. Vous écrivez road to JA Spring dans Google, vous allez tomber dessus, je pense. Donc ça, c'est les différents sujets. Voilà, en fonction de vos intérêts, ça vous donne un petit peu plus d'infos. J'ai du coup plus de temps pour des questions, mais c'est pas grave parce qu'on va se voir après. Soyez pas timide, moi je le suis un petit peu, mais faites un effort. Ça, c'est le projet GitHub avec l'application. Donc l'idée de ce projet GitHub, c'est que il y a un commit par démo. Donc, j'ai pas montré toutes les démos, je voulais montrer un peu de structure concurrency, mais bon, voilà, malheureusement, je suis pas arrivé. Mais par contre, cette démo-là est sur le repo. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble et quels sont les impacts, quelle est l'expérience développeur, vous pouvez utiliser tout ça. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est cloner, démarrer Docker Compose et puis aller vous promener dans les apps, quoi. Et il y a mes contacts en bas si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup.